L'État et ses partenaires mettront tout en œuvre pour accompagner les populations touchées par la crise alimentaire, a rassuré le président de la République cet après-midi au moment où il lançait les distributions alimentaires gratuites. Déjà 2 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour faire face à la situation. Le Centre de formation pour le développement a désormais son nouveau siège à l'ACI 2000. L'infrastructure de 990 millions de francs CFA a été inaugurée cet après-midi par le ministre de la Formation professionnelle. Le centre pourra ainsi mener à bien sa mission, à savoir l'enseignement à distance. La CAN 2012 démarre samedi. Le Mali évoluera dans le groupe D avec le Ghana, la Guinée-Conakry et le Botswana. Nous ferons un gros plan sur nos 23 joueurs en commençant par les défenseurs avant la présentation de l'équipe de la Guinée-Conakry à suivre en fin de journal. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce journal en ce mercredi 18 janvier 2012, jour du Conseil des ministres. Tout de suite avec Ibrahima Djambélé, découvrons les principales décisions du Conseil. Ibrahima, bonsoir. Bonsoir, Day. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures réglementaires sur le rapport du ministre de l'Administration territoriale et des collectivités locales, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l'occasion de l'élection du président de la République. Au terme du présent projet de décret, le collège électoral est convoqué le dimanche 29 avril 2012 sur l'étendue du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires en vue de procéder à l'élection du président de la République. Un second tour de scrutin aura lieu le dimanche 13 mai 2012 si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour. La campagne électorale à l'occasion du premier tour sera ouverte le dimanche 8 avril 2012 à 0h et close le vendredi 27 avril 2012 à minuit. La campagne électorale, en cas de second tour, sera ouverte le lendemain de la proclamation des résultats définitifs du premier tour et close le vendredi 11 mai 2012 à minuit. Il y a lieu de noter que le premier tour de l'élection présidentielle sera couplé avec le référendum. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret relatif à la répartition des postes diplomatiques et consulaires de la République du Mali. Le Mali compte 33 ambassades, dont 16 en Afrique, 7 en Europe, 5 en Asie et 5 en Amérique, 10 consulats généraux, un consulat, un bureau de coopération, une mission commerciale et une soixantaine de consulats honoraires. Face aux réalités géostratégiques, économiques et à l'évolution qualitative dans les rapports du Mali avec certains pays, il est apparu nécessaire d'ajuster cette répartition en modifiant la carte diplomatique et consulaire. Le présent projet de décret modifie la carte diplomatique et consulaire, consacre une nouvelle répartition des ambassades et consulats généraux et prévoit le rattachement de la République démocratique du Congo, RDC, et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, EMAC, à l'ambassade du Mali à Brazzaville. Le rattachement de Sao Tomé et Principe à l'ambassade du Mali à Malabo, le rattachement de l'autorité du bassin du Niger à BN à l'ambassade du Mali à Niamey, l'ajout du Honduras et de l'Uruguay à la juridiction du Brésil, de Liechtenstein à la juridiction de Belgique, de la Moldavie à la juridiction de l'ambassade du Mali en Russie, de la République du Sud-Soudan à la juridiction de l'ambassade du Mali en Égypte, de la Principauté de Monaco à la juridiction de l'ambassade du Mali en France, de la Birmanie à la juridiction de l'ambassade du Mali en Chine, du Centre régional pour l'eau potable et l'assainissement CREPA à la juridiction de l'ambassade du Mali au Burkina Faso et de l'Agence internationale de l'énergie renouvelable, IRENA, à la juridiction de l'ambassade du Mali en Arabie saoudite. Par ailleurs, 6 États vont rejoindre la juridiction de l'ambassade du Mali à la Havane. Il s'agit du Guatemala, du Salvador, de Belize, du Costa Rica, du Panama et de Trinidad et Tobago. La nouvelle carte diplomatique et consulaire va élargir et renforcer la présence de notre pays sur la scène internationale, sous-tendue par un partenariat économique stratégique, notamment en Afrique. 2.
Un projet de décret déterminant le cadre organique des missions diplomatiques du Mali à Niamey, Malabo et Brazzaville. L'adoption du présent projet de décret a pour but de doter pour les 5 prochaines années les ambassades du Mali à Niamey, Malabo et Brazzaville de moyens humains nécessaires à l'accomplissement de leur mission dans le cadre de la défense des intérêts du pays, des ressortissants et de la promotion des relations bilatérales. Sur le rapport du ministre du Développement social, de la solidarité des personnes âgées, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les détails des compétences transférées de l'État aux collectivités territoriales dans les domaines du développement social, de la protection sociale et de l'économie solidaire. La politique de décentralisation dans notre pays a fait du transfert des compétences de l'État aux collectivités territoriales un de ses axes majeurs. Malgré des avancées enregistrées dans ce cadre, le processus de transfert des compétences spécifiques s'est révélé plus complexe. Le présent projet de décret est adopté pour prendre en compte les programmes d'intervention sociale au niveau des collectivités territoriales, notamment les communes. Il fixe les détails des compétences de l'État transférées aux communes, cercles et régions dans les domaines du développement social, de la protection sociale et de l'économie solidaire. Ce transfert sera accompagné d'un transfert des ressources et des moyens nécessaires à l'exercice normal des compétences transférées. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre du ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales. Conseiller technique, Madame Nanouma Doumbia, administrateur civil. Directeur de la cellule d'appui au développement à la base, Karim Togola, administrateur civil. Préfet du cercle de Tombouctou, Meissa Fane, administrateur civil. Préfet du cercle de Bankas, Adi Traoré, administrateur civil. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ambassade du Mali auprès de la République de Côte d'Ivoire, le général de division Seydou Traoré. Au titre du ministère de la Réforme de l'État, conseiller technique, Mamadou Keita, professeur de l'enseignement supérieur, chargé de mission, Madame Togola Oumoundiaï, économiste. Ndaï Sissoko. Merci Ibrahima Djambélé. À noter que le président de la République a procédé cet après-midi à Koulouba au lancement des distributions alimentaires gratuites. Déjà 2 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour faire face à cette situation. Amadou Toumani Touré, dans son interlocution, a rassuré que l'État et ses partenaires mettront tout en œuvre pour accompagner les populations touchées par cette crise. Tout à l'heure, le reportage de Amadou Sankaré. En attendant, journée d'information ce matin à l'Assemblée nationale sur les innovations apportées à la loi électorale, initiée par le réseau des femmes africaines ministres et parlementaires et ses partenaires. La journée a permis aux participants de s'approprier le contenu de cette loi. Il s'agit notamment du vote par procuration réservé aux membres de la CENI et aux agents électeurs comme les présidents des bureaux de vote et les accesseurs, nous explique Ramata Kodati. Fond de cette journée d'information, les amendements ou corrections ou encore les innovations apportées à la loi électorale. Le vote par procuration a été limité aux seuls agents électoraux, aux délégués des partis politiques, aux mandataires des candidats et des partis politiques. Quand je parle des agents électoraux, je fais référence aux présidents et assesseurs des bureaux de vote. Donc, ceux-ci peuvent se faire représenter parce qu'il est constaté qu'ils ne sont pas à leur lieu de vote le jour du scrutin, compte tenu des charges liées à leur fonction élective. Nous avons retenu le vote par témoignage, la radiation des électeurs qui n'ont pas retiré leur carte depuis 2009. L'importance des innovations, c'est toujours la transparence des élections. La journée d'information est initiée à l'intention des élus et représentantes des partis politiques ainsi que celle des organisations de la société civile. Les participants doivent servir de relais auprès des populations pour une plus grande diffusion des connaissances acquises. Et puis le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés
qu'une séance plénière de la session extraordinaire en cours se tiendra demain, jeudi 19 janvier, et jour suivant, s'il y a lieu à partir de 10h dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur des délibérations sur plusieurs projets de loi intéressant la vie de la nation, des débats sur le rapport de la Commission développement rural et de l'environnement sur l'état de la campagne agricole 2011-2012 et sur des communications. Le président de l'Assemblée nationale s'est compté sur la présence effective des honorables députés. La séance est publique. Je vous en parlais il y a juste un instant. Le président de la République a procédé cet après-midi à Koulouba au lancement des distributions alimentaires gratuites. Déjà, 2 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour faire face à cette situation. Amadou Toumani Touré, dans son interlocution, a rassuré que l'État et ses partenaires mettront tout en œuvre pour accompagner les populations touchées par cette crise. Le reportage de Amadou Sankari. Je déclare maintenant lancer les opérations de distribution et j'espère que ça va se faire dans toute leur transparence, ça va se faire avec beaucoup de rigueur et il va falloir que vous preniez toutes les dispositions pour accompagner jusque dans les cuisines. À une situation exceptionnelle, il faut une mesure spéciale et le coût d'envoi des activités de distribution de denrées alimentaires gratuites que vient de donner le président de la République, Amadou Toumani Touré, s'inscrit dans ce cadre. Au vu de la situation alimentaire et nutritionnelle difficile au Mali et dans la sous-région, les recommandations du système d'alerte précoce ont été traduites en un plan d'action à court et moyen terme. Un document complété et validé par le gouvernement et ses partenaires. Pour dérouler ce plan sur le terrain, le commissariat à la sécurité alimentaire dispose aujourd'hui de 2 milliards de francs CFA sur une prévision de 12 milliards de francs CFA pour le seul mois de décembre 2011. Une enveloppe qui doit servir à l'achat de plus de 45 000 tonnes de céréales. Nous, en tant que commissariat à la sécurité alimentaire, on est réconfortés parce que déjà on a mis à ma disposition 2 milliards pour commencer les achats et le transport et on m'a autorisé à signer des contrats avec les opérateurs céréaliers maliens pour pouvoir prendre ces stocks, les garder et que le gouvernement va faire un plan de paiement par rapport à ces 12 milliards. Pour accompagner les 104 communes touchées par cette crise, plus de 100 milliards de francs CFA seront mobilisés entre décembre 2011 et décembre 2012. Et les partenaires du Mali sont prêts à intervenir. Les partenaires techniques et financiers sont déjà mobilisés pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du plan d'urgence et sont en train d'examiner les requêtes du gouvernement ainsi que les modalités appropriées de réponse en relation avec leurs sièges respectifs. Face à cette situation, le chef de l'État appelle à un changement dans les habitudes alimentaires et ATT propose une recette. Il va falloir que nous changions d'habitude. Nous ne pouvons pas chaque matin et chaque midi, comme je le fais moi-même, du riz. Et le soir, le couscous. Il va falloir qu'on change nos habitudes alimentaires par les légumes, manioc, pommes de terre. Mais lorsqu'on me dit qu'à l'Office du Niger aujourd'hui, à partir des expériences que nous sommes en train de mettre en œuvre, nous pouvons récolter entre 35 et 40 tonnes de pommes de terre sur 1 hectare. Et imaginez-vous que dans le même office de Niger, au plan du riz, les plus performants sont autour de 7 à 8, disons 9, ceux qui sont exceptionnels, de tonnes de riz à l'hectare. Je pense que c'est là tout simplement, il va falloir que nous changions. Nous ne pouvons pas continuer. Je ne cesserai jamais de parler également, non seulement de la promotion des banques de céréales, mais surtout la gestion correcte de ces banques de céréales. Aucune dérive ne pourra être admise ni acceptée. Et j'ai instruit au commissariat à la sécurité alimentaire de prendre toutes les dispositions utiles et toutes les mesures adéquates pour que ces banques soient relancées et que les contrevenants répondent de leur mauvaise gestion. Mais je voudrais surtout m'adresser à nos populations. Je voudrais rassurer l'ensemble des populations du Mali que les dispositions sont prises. Les dispositions seront prises, consolidées. Et rien, absolument rien ne sera épargné. Pour faire face à toutes les difficultés et dans toutes les formes que ces difficultés se présenteront à nous, pour ce qui concerne l'aliment humain, aussi bien que l'aliment bétail.
Après ce lancement, le commissariat à la sécurité alimentaire mettra bientôt en branle sa machine pour réussir cette opération de distribution. Voilà, le président de la République a donné des idées de quoi inspirer les femmes pour privilégier la consommation de tous nos produits locaux. Visite de chantier du ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme à Tabakoro cet après-midi. Yacouba Diallo était venu constater de visu l'état d'avancement des 1152 logements sociaux. De petits retards sont accusés de part et d'autre, mais l'assurance a été donnée par les entrepreneurs de finir dans le délai imparti par le gouvernement. Nyanya Alou Traoré était de la visite, son reportage. Dans exactement 5 mois, sortira de terre à Tabakoro 1152 logements sociaux. En tout cas, c'est le souhait du chef de l'État, Amadou Toumani Touré. C'est donc pour honorer ce vœu du président que le ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme, accompagné d'une forte délégation, n'a pas hésité de braver un soleil de plomb pour constater de visu l'état d'avancement des travaux. Le programme qu'on vient de visiter se situe dans le cadre du programme 2011-2012. Mais comme vous le savez, la fin du mandat, du second mandat, c'est le 8 juin. Donc le gouvernement a souhaité que toutes ces nouvelles constructions, ce nouveau programme, soit fini avant cette date. Ce site de 1152 logements sociaux, notez-les, est en partie exécuté par les entreprises nationales en parfaite collaboration. Une note de confiance du gouvernement pour promouvoir le savoir-faire malien. De petits retards sont hélas à déplorer dans l'exécution du chantier. Mais le ministre Diallo dit ne pas douter du dynamisme et de la volonté des entreprises concernées. Et ces derniers assurent le ministre de finir les travaux avant la date butoir. Nous remercions le ministre pour la confiance qu'il a mis en toutes ces entreprises présentes sur le site. On finira avant le délai même, Inch'Allah. Les 1152 logements sociaux sont répartis en 842 F3, 610 F4 et 100 F5. Le ministre de l'Administration territoriale et des collectivités locales convie en réunion les membres de la Commission nationale d'observation de la Lune chargée de la fixation des dates des fêtes musulmanes et du début du mois de Ramadan le lundi 23 janvier dans la salle de conférence de son département à 18h. Il est par ailleurs demandé aux imams des mosquées et à tous fidèles qui apercevraient le croissant lunaire d'en aviser la commission locale d'observation de la Lune et sa circonscription qui à son tour informera après vérification la commission nationale avec précision des noms, adresses et qualité des témoins. Les lignes téléphoniques 20 22 42 12, 20 22 42 67, 20 22 34 09 seront disponibles pour toute communication éventuelle avec la Commission nationale. Il est à rappeler que tout témoignage en cette circonstance pour éclairer la Commission nationale dans sa décision est un devoir religieux. Les responsables du ministère de l'Artisanat et du Tourisme étaient face à la presse ce matin. C'était pour informer les journalistes du programme de formation professionnelle en tourisme. Pour cette année 2012, le programme va concerner 3 régions pour un coût de plus de 50 millions de francs CFA. Alpha Maïga. Le Mali est une destination de niveau international. Ces différents sites touristiques en sont une preuve. Le secteur est un pourvoyeur d'emplois et même de revenus pour le pays. Et voilà, depuis un an, un programme de formation en tourisme financé par l'Union européenne a vu le jour. Pour cette année 2012, 3 régions ont été choisies pour l'exécution du programme. Il s'agit des régions de Kaï, Mopti et le district de Bamako. Information donnée au cours de ce point de presse. L'objectif du programme au Mali est de renforcer l'employabilité de 1200 personnes peu ou semi-qualifiés du secteur informel, travaillant ou cherchant un emploi dans le secteur touristique et ses filières connexes. Le programme vise également à renforcer le système et les institutions publiques et privées de formation professionnelle, le développement de nouveaux curricula et de nouveaux modules de formation axés sur les besoins du marché. Pour cette année 2012, le coût du budget s'élève à plus de 50 millions de francs CFA. Ainsi, les formations priorisées concernent les professions de guides, d'organisateurs de festivals culturels, de cuisiniers, d'agents d'assainissement et de gestion des déchets, entre autres. Ce qui fait
la particularité du programme. La particularité du programme est de mettre le secteur privé au devant de ce programme afin que les personnes aux capacités renforcées puissent être en adéquation avec les besoins des opérateurs sur le terrain. De plus, cette approche a permis au secteur privé de discuter ses recommandations avec le secteur public afin d'optimiser la collaboration qui demeure un enjeu de taille pour la performance du secteur. Le programme qui s'étend sur une période de 3 ans est exécuté par la SNV Mali en partenariat avec le centre Awa Keita. Son coût est de 144 millions de francs CFA et s'étend sur la période 2011-2013. Le programme est en cours dans 7 pays de l'Afrique et de l'Asie. Suite à l'attaque perpétrée contre la ville de Ménaka hier mardi, des réactions nous sont parvenues, notamment celle du Parti africain pour la solidarité et la justice, ADEMA PSG, de l'Association pour le soutien des forces armées et de sécurité du Mali, du Parti pour le développement économique et la solidarité PDS, de l'Union des forces démocratiques pour le progrès UFDP, de l'Union pour la République et la démocratie URD, de l'association Gandakoy et du parti Parena, Parti pour la renaissance nationale. Tous condamnent avec fermeté ces attaques, félicitent l'engagement patriotique de nos forces armées et de sécurité, tout en réaffirmant leur soutien au gouvernement du Mali. La rencontre tripartite entre le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire s'est achevée ce mercredi à Sikasso. La rencontre devait créer un cadre d'échange en vue de promouvoir l'émergence de pôles de développement autour des villes de Sikasso, de Korogo et de Bobo-Dioulasso. Reportage de Oumar Maïga. En apposant leur signature au bas du procès verbal de cette première rencontre tripartite, Mali-Burkina Faso-Côte d'Ivoire initiée par le gouvernement du Mali, les ambassadeurs maliens, ivoiriens et burkinabés viennent d'insuffler une nouvelle dynamique à la coopération transfrontalière des régions de la tripartite de l'amitié. Les résultats satisfaisants auxquels nous sommes parvenus témoignent de notre engagement à faire de la coopération triangulaire entre nos 3 pays un espace de concertation et de recherche de solutions idoines aux défis qui jalonnent notre sous-région. Les recommandations pertinentes que vous venez de formuler dans la feuille de route issue de la présente rencontre et qui concerne les différents secteurs de notre coopération triangulaire contribueront, j'en suis convaincu, à insuffler une nouvelle dynamique à notre coopération transfrontalière. 3 jours durant, les délégations burkinabées, maliennes et ivoiriennes ont sans complaisance passé en revue les différents contours de la coopération triangulaire, à savoir l'agriculture, l'élevage, les ressources naturelles, la sécurité, l'équipement et les transports, entre autres. Je suis persuadé que les gouvernements maliens, ivoiriens et burkinabés mettront tout en œuvre pour la concrétisation des recommandations faites au cours de cette rencontre afin de promouvoir et de renforcer l'intégration entre nos 3 pays. La rencontre de Sikasso, première du genre, avec à la clé plusieurs recommandations, a permis aux experts des 3 États membres de mettre en exergue les entraves à la coopération triangulaire, notamment la faible coordination dans les interventions sur le terrain, l'absence d'un cadre juridique de coopération transfrontalière. Un défi que Maliens, Ivoiriens et Burkinabés entendent relever à travers la création d'un pôle de développement économique pour le bien-être des populations frontalières. Et le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire qui entretiennent des relations dans tous les domaines. La 7e édition du Festival Triangle du Balafon de Sikasso, l'événement culturel international, vient d'être lancé par le chef de cabinet du ministère de la Culture en présence des délégations du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Sékou Konaté. C'est l'hymne du festival interprété par Souleymane Traoré Nebasolo qui a donné le ton de la cérémonie de lancement de cette 7e édition du Festival du Balafon de Sikasso. Un festival de grande portée pour la région. Établir entre nos pays des relations culturelles fondées sur les échanges d'expériences, la connaissance mutuelle et le respect réciproque. Contribuer à la consolidation de l'intégration et de la paix entre les populations frontalières de nos 3 pays. Valoriser le patrimoine culturel de la sous-région. L'édition 2012
Elle se déroulera du 10 au 12 février prochain à Sikasso, capitale du balafon. Une édition qui regroupera les balafons du Mali, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry, du Sénégal et de l'Angola. Chaque édition nous conforte davantage dans la conviction que notre festival répond à une attente forte et réelle de nos peuples respectifs, qu'il nous donne des raisons de nous positionner sur l'échiquier international au lieu de subir passivement la globalisation des marchés dont ceux des plus riches continuent à attirer nos artistes en quête de notoriété et de mieux-être. Mariam Bagayogo, la reine du Gousoubalan de Bérédougou, Mamadou Dambélé Dabara et Neba Solo étaient là pour faire savourer aux diplomates et invités de marque des pays de l'espace Escabo toutes les sonorités de cet instrument mythique qui se veut désormais fédérateur. L'orchestre régional de Sikasso et l'ensemble du Récotrade étaient aussi de la fête pour annoncer le rendez-vous des 10, 11 et 12 février 2012. Retour à Bamako avec un tout autre sujet. Le centre de formation pour le développement a désormais son nouveau siège. L'infrastructure située à l'ACI 2000 a été inaugurée cet après-midi par le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle représentant le Premier ministre. La construction du nouveau siège du centre a été financée par la Banque mondiale et le gouvernement du Mali à hauteur de 990 millions de francs CFA. Avec cette nouvelle infrastructure, le centre de formation pour le développement pourra mener à bien sa mission principale, celle d'un enseignement à distance. Bourama Traoré. Par ces gestes, le centre de formation pour le développement CF2 se loge dans le neuf. La réalisation de ce nouveau siège est une initiative du gouvernement. L'infrastructure est financée à hauteur de 990 millions de francs CFA. Elle devra permettre au CF2 de réussir une triple mission. Premièrement, celle de connecter les Maliens de toutes catégories et les structures maliennes, qu'elles soient du secteur public ou privé, au reste du monde en favorisant les échanges d'idées et d'expériences, notamment sur les questions de développement. Deuxième vocation, celle de relever le niveau de compétences, aussi bien des étudiants en formation que des travailleurs en activité pour renforcer leur niveau de qualification. Troisième vocation, celle de réduire les coûts de la formation. Pour atteindre ces objectifs, le centre de formation pour le développement dispose d'une salle multimédia équipée de 32 ordinateurs, une salle de formation d'une capacité de 40 postes de travail, une salle de traduction et de vidéoconférence et 6 bureaux. Bref, le nouveau siège offre un cadre idéal de l'enseignement à distance. Je demeure convaincu que l'avenir, c'est l'enseignement à distance, basé sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, en particulier l'utilisation de la visioconférence. Et à ce propos, le centre, avec son système de visioconférence, permet aux éditeurs d'échanger avec les experts de haut niveau, d'où qu'ils se trouvent, et sur les thématiques les plus diverses. Il s'agit maintenant de mettre en place des programmes de formation correspondant aux besoins du Mali, un exercice qui doit être soutenu par une bonne communication, avec comme seul objectif une meilleure fréquentation du centre. Il faudrait une stratégie de communication. Il faudrait qu'on communique davantage là-dessus. Et je pense que les gens, ils vont venir, ils vont suivre parce qu'on a soif de savoir. Les gens veulent s'améliorer, les gens veulent se recycler. Et ce qui fait souvent la difficulté, c'est les moyens. Mais dès lors que le coût baisse, je pense que beaucoup de personnes n'hésiteraient pas. Le centre de formation pour le développement est membre de l'Association africaine des centres d'enseignement à distance. Il fait partie également du réseau mondial de partage de connaissances qui regroupe 180 centres à travers le monde. Le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et des langues nationales, le professeur Salikou Sanogo, a rencontré cet après-midi les acteurs de la société civile. Cette rencontre tenue au département de l'Éducation avait pour objectif de faire la restitution des différents points d'accord entre le département et le syndicat national de l'éducation de base SNEB. Faisons le point avec notre reporter Abdraman Maïga. Par ces entrevues, les acteurs de l'école malienne sont à la recherche de solutions à la crise que traverse l'éducation de base. Une crise qui, le 5
avec un préavis de grève illimité déposé par le syndicat national de l'éducation de base. C'est pour donc faire le point des revendications que le chef du département en question a jugé nécessaire de rencontrer les acteurs de la société civile. Et cette fois-ci, il s'agit de mettre tous les acteurs de la société civile au même niveau d'information sur la situation. Les réponses apportées par le département aux 8 points de revendication sont les suivantes. La relecture de la loi 09-035 du 10 août 2009 déterminant les conditions d'intégration des contracteurs de l'administration dans les fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales. La correction des arrêtés d'intégration erronés et l'accélération du processus d'intégration à la fonction publique. Du paiement immédiat de tous les arrêts de reclassement et de hiérarchisation. La mise à jour des sessions de reclassement et de hiérarchisation. Du paiement immédiat des arrêts d'allocation familiale. L'arrêt immédiat des prélèvements sur les salaires au titre de l'assurance maladie obligatoire, AMO, et le remboursement intégral des sommes prélevées. La révision de l'arrêté numéro 3282 MATCL-SG du 11 août 2011 portant modalité de congé de formation et de la mobilité, notamment en son article 3 du chapitre des mutations. De la régularisation de catégories des enseignants du fondamental titulaires d'une maîtrise. Sur les 8 points de revendication sur la table, seuls 2 n'ont pas été satisfaits. 1. Celui portant sur les conditions d'intégration des contractuels de l'administration dans les fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales. Et 2. La régularisation de catégorie des enseignants du fondamental titulaires d'une maîtrise. Quelque chose a été obtenu, comme je l'ai dit tantôt, 6 points sur 8 points. Vraiment, ça veut dire qu'il y a la volonté au niveau des autorités d'aller au-devant d'une solution de sortie de crise. J'ai l'habitude de dire qu'en matière syndicale, on ne peut pas obtenir tout à la fois. Au cours des différentes interventions, les acteurs de la société civile ont demandé l'implication de tous. Parce que, disent-ils, la résolution des problèmes de l'école malienne n'est pas le rôle dévolu au seul département de l'éducation de base, de l'alphabétisation et des langues nationales. Le projet d'appui aux communautés rurales a tenu la 9e session ordinaire de son conseil d'administration ce matin. Au cours de cette session, les administrateurs vont faire l'examen des projets et des rapports d'activité 2011, l'examen et l'adoption du budget 2012, un budget qui s'élève à 8 milliards de francs CFA. Fatoumata Kone. Pour cette 9e session du projet d'appui aux communautés rurales PACR, les administrateurs vont apprécier les réalisations de 2011, corriger les faiblesses et approuver le plan d'action et le budget pour l'année 2012. Pendant cette session, vous aurez à examiner les points suivants de l'ordre du jour, à savoir l'examen et l'adoption du projet de compte-rendu de la 8e session du CNP, l'examen et l'adoption de l'état d'exécution des recommandations de la 8e session ordinaire du CNP, l'examen du rapport d'activité 2011 du PACR, l'examen et l'adoption du plan opérationnel 2012, l'examen et l'adoption du budget 2012. Le projet d'appui aux communautés rurales PACR est un projet de développement communautaire. Sa mission, c'est surtout le renforcement des capacités des bénéficiaires, le financement d'investissements sociaux collectifs et productifs. Pour mener à bien cette mission, le PACR a fait beaucoup de réalisations en 2011. Des réalisations financées à hauteur de 7 milliards de francs CFA. Un financement insuffisant pour l'année 2012, vu le nombre élevé de projets. C'est pourquoi les administrateurs demandent une enveloppe de 8 milliards de francs CFA. Nous avons sensibilisé à peu près 65 000 personnes en IEC. Nous avons créé à peu près 800 comités de gestion en termes d'assainissement et de gestion de l'environnement. On a réalisé 162 micro-projets collectifs. Nous avons financé à peu près 200 sous-projets productifs. Cette année, on va passer à 8 milliards. Malgré ces réalisations, des difficultés existent. Il s'agit entre autres de l'exode rural, l'analphabétisme, la méconnaissance des nouvelles technologies et la crise économique. Retour dans nos régions, en 4e région, le projet de renforcement des capacités pour une agriculture durable, PRECAD, a tenu hier à Sinzanagar son 2e comité de pilotage. Une occasion pour les membres du comité d'examiner la commercialisation des céréales sèches dans la zone de Sinzana et de Katina. De Ségou, le reportage de Fousseni Diara.
Ils sont commerçants, transporteurs, transformateurs, transformatrices, banquiers, producteurs, responsables des services techniques de l'État et partenaires internationaux à prendre part à cette rencontre de concertation de Saint-Zana. L'objectif de cette plateforme autour de la filière céréales sèches est de mettre ensemble tous les acteurs intervenant dans la filière céréales sèches. C'est un esprit de gagnant-gagnant et on s'est réunis pour la mise en relation de ces différents partenaires. C'est non seulement pour aider les uns et les autres à accéder au marché, et écouler facilement les produits, en même temps instaurer un climat de confiance entre les différents partenaires. Parce que quand on se voit fréquemment, on échange fréquemment, alors l'information, le flux d'information est intensifié. Cette session de planification des demandes et offres des céréales sèches à travers une concertation de l'ensemble des acteurs a été saluée par le sous-préfet de Saint-Zana. Deuxième du genre, cette plateforme est financée par la Fondation Saint-Geta pour une agriculture durable à travers le projet de renforcement des capacités pour une agriculture durable PRECAD. L'ONG Alliance du Mali pour l'environnement Amen et ses partenaires de la coopération suédoise étaient à Baguinda ce matin. Cette visite de terrain aura permis aux visiteurs d'apprécier les actions des coopératives de femmes en matière de lutte contre les changements climatiques. Des femmes qui produisent du compost à base de jacinthe d'eau qui leur procure des revenus. Le reportage de Boubacar Sissoko. La production du compost à base de fumure organique et de jacinthe d'eau est une alternative pour atténuer les effets du changement climatique. Cette technologie a été introduite dans les villages riverains du canal d'irrigation de Baguinda par l'ONG Alliance au Mali pour l'environnement Amen. Cela a été rendu possible grâce à l'appui de la coopération suédoise à travers le réseau Climat Mali. Cette approche de l'ONG Amen a permis aux femmes de village regroupées en coopératives de maîtriser et de saisir tous les contours liés au changement climatique. Les différentes coopératives ont donc su créer de la plus-value. Ce que nous venons de constater sur le terrain, non seulement les gens sont sensibilisés par rapport aux effets néfastes des changements climatiques, mais aussi la jacinthe d'eau que ces braves femmes-là sont en train de transformer en compost est en train de donner du revenu aux femmes, augmenter leur pouvoir d'achat. Et ça leur permet beaucoup vraiment d'aider leurs maris dans leurs foyers respectifs. Ceci a eu un double impact. Le canal est débouché. Les producteurs maraîchers ont amélioré leur sol sans recourir aux engrais chimiques. Lors des échanges avec les visiteurs du jour, les femmes au niveau des différentes coopératives ont loué cette approche de gestion durable des terres de Amen. C'était très intéressant pour voir les problèmes locaux, mais aussi de bonnes initiatives des ONG locales, mais aussi des gens qui travaillent et habitent dans les villages. Nous sommes en fait très fiers d'être partenariat avec le Mali, les ONG engagées dans ce projet. Le maire de la commune rurale de Baguinda a salué cette intervention de l'ONG avant de solliciter encore le concours du partenaire d'étendre son expérience dans la zone exondée. Cette technologie devrait être capitalisée et diffusée afin que les populations s'impliquent activement dans la lutte contre les changements climatiques. En 5e région, le village de Mougna, dans la commune rurale de Nema Badéa Kafo, vient d'abriter le lancement d'un nouveau projet. Il s'agit du projet d'appui à la restauration des sols dégradés. Ce projet sera dirigé par l'ONG Association malienne des femmes villageoises pour le développement. Il est financé par le Fonds mondial pour l'environnement à hauteur de 20 millions de francs CFA pour une période de 2 ans. Reportage Mustapha Doubia. Le projet d'appui à la restauration des sols dégradés et renforcement de la résilience au changement climatique dans la commune rurale de Nema Badéa Kafo vise à contribuer à la mobilisation des communautés en vue de lutter contre la dégradation des terres par des solutions appropriées locales. Il sera mis en œuvre dans 6 villages de la commune par l'ONG Association malienne des femmes villageoises pour le développement. Il y a 2 anciens villages plus 4 nouveaux villages. Bon, les activités, c'est sur le maraîchage, l'alphabétisation et lutter contre la dégradation du sol. Et je suis sûre que les femmes sont décidées, engagées et vraiment avoir un résultat bien escompté. Le projet est conçu pour une durée de 2 ans
Il est financé par le programme de microfinancement du Fonds mondial pour l'environnement qui est mis en œuvre par le programme des Nations Unies pour le développement. L'environnement mondial est en train de se dégrader de plus en plus et tous les esprits sont préoccupés pour essayer d'inverser les tendances. Cette dégradation aussi se trouve actuellement dans un contexte de crise où les ressources sont de plus en plus très rares. Nous engageons vraiment la lutte pour pouvoir mobiliser les ressources locales, les populations locales, pour pouvoir donner des réponses appropriées à ces préoccupations mondiales au niveau local. Les autorités communales et administratives de Nema Badenya-Kafo se sont engagées à accompagner ces nouveaux projets. La restauration des sols et le changement climatique. Voilà des thèmes intéressants qui occupent les dirigeants de notre pays et du monde entier. Votre action s'inscrit en parfaite ligne de la conduite gouvernementale dont j'ai mission à tout point de vue d'accompagner avec toute ma disponibilité. Rappelons que l'ONG Association malienne des femmes villageoises pour le développement existe depuis 1994 et accompagne les communautés rurales dans l'amélioration de leurs conditions de vie à travers l'alphabétisation, le maraîchage, entre autres. Le parc moto-taxi de la ville de Mopti s'agrandit. L'Agence nationale pour l'emploi ANPE vient de remettre 15 mototaxis aux bénéficiaires de la ville de Mopti et d'autres localités de la région. La remise de ces engins, qui ont coûté 37 millions de francs CFA, s'inscrit dans le cadre de la 2e édition de la Bourse de l'emploi et de la formation professionnelle. Yacouba Maïga. Les 15 mototaxis de l'Agence nationale pour l'emploi mises à la disposition des bénéficiaires sont toutes de type voiturette en diesel. Chaque engin coûtera à l'acquéreur la somme de 2 400 000 francs CFA remboursables en 36 mois. C'est une action qui s'inscrit en droite ligne de la Bourse de l'emploi et de la formation professionnelle qui est à sa 2e édition. Cet événement majeur, placé sous la haute présidence du président de la République, son Excellence Amadou Toumani Touré, s'est imposé aujourd'hui comme une solution idoine à l'énorme problème de l'emploi et du chômage que connaît le Mali à l'instar de tous les pays du monde. Toute chose qui a justifié l'organisation d'une 2e édition. En recevant les engins, les bénéficiaires n'ont pas caché leur intention d'en faire un bon usage et de respecter tous les engagements pris. Moi, je suis sûr et certain, je ferai bon usage de ça pour rembourser et en avoir un autre kit. Bon, comme je représente les autres aussi, je donnerai des conseils dans ce sens aux autres. Pour l'autorité régionale, c'est un nouvel élan qui vient d'être imprimé à la politique de l'emploi dans notre pays. L'octroi de mototaxi n'est-il pas une solution idoine au manque d'emploi pour les bénéficiaires? Assurément oui, car elle permet aux acquéreurs d'en faire une activité génératrice de revenus et participer pleinement au développement socio-économique de la cité. Il faut signaler que l'Agence nationale de l'emploi a offert dans le cadre de la Bourse de l'emploi plusieurs kits allant des taxis auto aux motoculteurs en passant par des bus et des kits d'embauche et d'aviculture, le tout pour une valeur de plus de 3 milliards de francs CFA. Nous restons en 5e région pour parler de la Ziara de Guiri dans la commune rurale de Yoro, dans le cercle de Koro. Entendez par Ziara, recueillement, prière et lecture de Coran. À travers cette Ziara, la communauté musulmane voulait perpétuer la mémoire de Mobo Guiri, né Amadou Aya. Le reportage de Mahamar Ibrahim Touré. Cette édition de la Ziara de Guiri, village situé dans la commune rurale de Yoro, dans le cercle de Koro, a été l'occasion pour les fidèles musulmans de rendre un hommage mérité à la mémoire de Amadou Aya ou Mobo Guiri, les marabouts du Guiri. Célèbre, pieux et humble, l'homme aura contribué à l'expansion de l'islam dans plusieurs contrées. D'abord à Dori au Burkina Faso, où il s'appelait Kamono Aya ou le rassembleur. Pour cette édition, les fidèles sont venus du Sénégal, du Burkina Faso, du Niger et d'autres localités du Mali. Cet homme n'a rien laissé comme héritage. Et cela a été dû à quoi? Cela a été dû à sa bonté indescriptible. Quand ceux qui demandaient des bénédictions venaient, toute personne qui considère à l'arrivée de cette personne, tout ce que cette personne apportait était dit, il ne gardait absolument rien. Les alentours de la mosquée de Guiri ont refusé du monde en cette circonstance.
Les organisateurs avaient pris toutes les dispositions pour le bon déroulement de la ziara. Lecture de Coran, bénédiction, prière et recueillement sur les tombes de Mobogiri, de sa mère Boulogoro et de son neveu Majo Aya, décédés en 2007, ont été les temps forts. Mobogiri s'est immortalisé à travers son comportement. Il a mis son service au profit de l'islam pour l'unification des cœurs et la pureté des esprits. Derrière le village de Guiri se dresse majestueusement le grand arbre sous lequel s'asseyait Mobogiri tous les jours. Il mourut en 1970 à Koro en revenant de Mopti. La parade des chevaux a mis fin aux activités de la ziara de Mobogiri. Rendez-vous a été pris pour une prochaine édition. Nous entrons à présent dans le monde du sport. En prélude à la CAN 2012 au Gabon et en Guinée équatoriale, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, l'ambassadeur du Mali au Gabon, le gouverneur et l'ensemble des maires des communes de Bamako ont rencontré les journalistes sportifs cet après-midi au gouvernorat du district. L'objectif était d'échanger sur la participation du Mali à la Coupe d'Afrique des Nations 2012. Rencontre suivie par Abdul Karim Kaba. Une semaine après la formation des journalistes sur la couverture de la CAN, l'Association des journalistes sportifs du Mali, AJSM, en partenariat avec le ministère de la Communication, a regroupé toutes les parties prenantes à la CAN 2012. Ensemble, ils ont échangé, communiqué, aussi tout le monde a émis les vœux pour les aigles du Mali. L'Association des journalistes sportifs du Mali entend jouer sa partition. C'est pourquoi nous avons souhaité la multiplication d'efforts. Nous avons souhaité l'union sacrée, de prôner l'union sacrée autour de notre sélection nationale, les aigles du Mali. L'association a voulu trouver un cadre d'échange, une tribune, pour donner la parole aux différents acteurs concernés du football malien, j'allais dire aux différents responsables politico-administratifs de notre pays. Cette rencontre avec la presse sportive entre dans le cadre de la politique de communication du gouvernement. Elle vise à sensibiliser et mobiliser les Maliens sur les enjeux de la CAN pour notre pays. Cela ne peut pas aller sans le concours des journalistes sportifs. C'est pourquoi le ministre Konati a souligné une fois de plus le bon comportement des journalistes. En tant qu'interface, en tant que médiateur, vous avez le rôle de faire, vous avez la mission de faire en sorte que les uns et les autres puissent adhérer à cette cause nationale. La cause des aigles est une cause nationale. Ce qu'on vous demande, c'est de faire votre travail en toute liberté et en toute responsabilité. La CAN est l'affaire de tous les Maliens, où qu'ils soient, indiquera l'ambassadeur du Mali au Gabon. Moi, aujourd'hui, ce que je vous dis, ce qu'on peut raisonnablement attendre de la communauté malienne au Gabon, à Libreville, à Franceville, qui va recevoir les aigles d'abord, c'est un soutien sans réserve. C'est un soutien massif, c'est un soutien sans faille, un soutien qui va témoigner du patriotisme ardent de ces enfants du Mali qui sont allés chercher fortune à l'extérieur, mais qui jamais n'oublient leur pays, jamais. Au cours de cette rencontre, tour à tour, le gouverneur des districts, les maires, le comité national olympique et sportif du Mali, les anciens joueurs et les joueurs en activité ont appelé à l'union sacrée autour des aigles du Mali pour cette 28e édition de la CAN. Oui, tous derrière les aigles. La 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations démarre donc samedi. Le Mali évoluera dans le groupe D en compagnie du Ghana, de la Guinée-Conakry et du Botswana. Pour faire un parcours honorable, le sélectionneur des aigles du Mali, Alain Giresse, a fait confiance à 23 joueurs. Ce soir, Ousmane Dao nous présente les défenseurs de l'équipe du Mali. Tout d'abord, les gardiens de but. Ils sont au nombre de 3. On commence par Soumaïla Diakité, dernier rempart du stade malien Bamako. Il jouera sa 3e CAN. Puissant et très bon sur sa ligne, le portier des Blancs de Bamako compte se servir de ses expériences en club pour faire une bonne CAN, surtout qu'il l'aborde en qualité de numéro 1 avec une vingtaine de sélections. Doublure de Soumaïla, Oumar Sissoko sera aussi à sa 3e Coupe d'Afrique des Nations. Pour cette nouvelle aventure, le gardien de Metz, qui n'a toujours pas convaincu en sélection, sera d'un apport précieux du fait qu'il est dans le groupe depuis un certain temps. Il compte 11 sélections.
Le troisième gardien est un néophyte, présent à ce stade pour la première fois de sa carrière. Il s'agit d'Almami Sokoba de l'AS Real de Bamako. Pour cette CAN, le keeper réaliste sera à l'apprentissage, mais tout en lorgnant une place de titulaire pour les années à venir. À côté de ceux-ci, on retrouve les défenseurs au nombre de 8. Récent champion d'Afrique des clubs avec l'expérience sportive de Tunis, Idrissa Koulibaly est présent dans le groupe depuis un bon moment sans parvenir à s'imposer. Rapide sur son côté droit, son objectif est être titulaire pour aider le groupe à arriver au sommet pour sa première CAN. Lui, il compte une sélection. Le dernier match des éliminatoires au Libéria, Ousmane Koulibaly, le joueur de Brest, apportera sa rigueur et sa puissance au sein de la défense malienne qui souffre de quelques absences. Polyvalent, il allie vitesse et technique. Drissa Diakité est à sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Le défenseur de Nice, qui connaît quelques difficultés cette saison en club, espère faire une bonne prestation à cette 28e édition, surtout qu'il a raté la dernière pour des raisons personnelles. Drissa Diakité a plus d'une vingtaine de sélections. Indéboulonnable sur son côté gauche, Adama Tamboura fait partie des anciens avec 44 sélections. Troisième Coupe d'Afrique des Nations pour le défenseur de Metz. Ses montées offensives seront d'un apport pour une sélection malienne qui compte sur lui pour délivrer des dernières passes. Après avoir fait ses preuves avec le Stade malien de Bamako, Abdoulaye Maïga a intégré la sélection première à l'occasion de la CAN angolaise où il était titulaire. Mais pour cette nouvelle expédition, deuxième du genre pour lui, le défenseur de l'USM d'Alger entend se battre comme il en a l'habitude. Il a à son actif quelques sélections. Appelé de dernière minute, puisque n'ayant pas pris part aux éliminatoires, Mamadou Ndiaye, le défenseur de Victoria Guimarães au Portugal, compte une sélection à l'occasion du match amical contre le Burkina Faso. Ambitieux et travailleur, il compte prouver si l'occasion lui est donnée qu'il n'est pas là par hasard malgré sa jeunesse et aucune expérience internationale. Quant à Mohamed Fofana, il a été appelé à 5 reprises, mais à chaque fois, des soucis de santé l'empêchent d'évoluer à son meilleur niveau avec les Aigles. D'ailleurs, ça pourrait être encore le cas, car aux dernières nouvelles, il sera remplacé certainement par le défenseur des Diomo Cosmos d'Afrique du Sud, Ousmane Berté, qui sera à sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations. On termine ce casting par le capitaine Cédric Kanté. Il aborde sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations avec une certaine expérience compte tenu de son âge, mais surtout de la confiance après avoir raté celle de 2010. Autoritaire sur le terrain et en dehors, il est le pilier de la défense malienne. Cédric est sobre mais efficace dans ses interventions. Il n'hésite pas souvent à monter aux avant-postes pour aider ses attaquants. À 32 ans et une trentaine de sélections, le défenseur du Panathinaikos d'Athènes sera d'un apport capital, surtout après le forfait de son complice dans l'axe Adama Koulibaly-Police. Avec la somme de ses qualités individuelles aussi bien que collectives, les défenseurs maliens de cette 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations entendent jouer leur partition jusqu'au bout. Voilà une belle équipe pour le Mali. Et nous poursuivons avec notre série de présentations des équipes qualifiées. Ce soir, gros plan sur la Guinée-Conakry. Le Sidi national ambitionne de jouer pour la première fois une demi-finale et même la finale d'une CAN, car il n'a jamais dépassé le stade des quarts de finale. Zoom sur l'équipe de la Guinée-Conakry avec Diarra Konaté et Aldiouna Tina. Décalé 13 fois au tour préliminaire, la Guinée-Conakry s'apprête à disputer sa 10e CAN de football. Sa meilleure performance remonte à la Coupe d'Afrique des Nations 1976 en Éthiopie. Le Sili national avait terminé premier de son groupe avant d'être éliminé par le Maroc. Dès lors, la Guinée n'a jamais dépassé les quarts de finale. Le Sili, avec de nouvelles ambitions, finit les éliminatoires de Guinée équatoriale Gabon 2012 de la plus belle des manières. La Guinée a écarté le Nigeria, adversaire de taille pour se qualifier. Le Sili, avec le moral au top, tentera de se hisser au sommet du football africain. La Guinée doit passer par un groupe coriace composé du Ghana, du Botswana et du Mali. Pour cela, son sélectionneur, le Français Michel Dessuer, a fait appel à 23 professionnels, tous évoluant à l'extérieur, parmi lesquels le défenseur du Djoliba Athletic Club, Souri Ibrahima Bangoura. Pascal Fendino et ses coéquipiers sont allés s'y préparer en Côte d'Ivoire, où ils ont battu l'ASEC 1-0. La seule absence de taille est le forfait de Kevin Constant. Le Sili fera son dernier match à domicile contre les Arabistas du Kenya. Logés dans le groupe D, les Guinéens feront leur entrée en matière le 24 janvier contre les Aigles du Mali.
Voilà, et demain, ce sera l'équipe du Botswana qui vous sera présentée dans l'édition de 20h. Ce sera avec Nyanya Aliou Traoré, mais déjà à 10h et à 13h, vous retrouverez Sira Bachili. Avant de nous quitter, le ministre du Travail et de la Fonction publique communique qu'en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali, la journée du vendredi 20 janvier 2012, journée de l'armée, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci de votre fidélité à l'ERTM.